Bienvenue sur la plateforme Equipotel Online pour ce e-talk sur le thème « Il était une fois le service de demain ». Je m'appelle Laurent Delporte et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour animer ce débat. Partenaire de longue date d'Equipotel, j'interviens dans plusieurs domaines d'activité et notamment j'accompagne aussi bien des investisseurs que des hôteliers dans leur stratégie d'entreprise pour les préparer au monde de demain en tant que coach ou consultant pour des missions plus longues. Et j'interviens aussi comme AMO, assistance maîtrise d'ouvrage, pour concevoir avec un architecte un hôtel ou rénover un hôtel, puisqu'il faut penser au service de demain pour pouvoir aussi créer le lieu pour le mettre en place. Nous allons maintenant nous plonger dans cet univers de l'hôtellerie et de la restauration, dans ce monde de demain que nous allons préparer avec 4 personnalités présentes du secteur. Denis Courtiade, directeur du restaurant gastronomique au Plaza Athénée, président fondateur de l'association Au service des talents de demain. Fabrice Tessier, directeur des relations et des partenariats avec les écoles au sein du groupe Accor. Caroline Ravenet, formatrice technique restaurant et hébergement au CFA Médéric Paris. Et enfin, Stéphane Trappier, directeur de la restauration, chargé de l'exploitation à la Tour d'Argent. L'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est de proposer des pistes de réflexion pour aller vers une vision contemporaine des métiers du service, en phase avec les attentes des nouvelles générations et les évolutions que connaissent le secteur depuis quelques années. Nous aborderons les enjeux de ressources humaines, management et la valorisation de ces métiers. Les métiers du service, c'est vraiment des métiers à vocation. On retrouve des hommes et des femmes passionnés pour transmettre et créer des émotions. On parlera aujourd'hui vraiment de la restauration et de l'hébergement, mais les métiers du service, c'est une notion très très large. Et c'est aussi une occasion pour un grand nombre de ces personnes de profiter d'un ascenseur social. Quand vous êtes motivé et travailleur, vous pouvez réaliser de très belles carrières et des très beaux métiers. Et parfois, de l'extérieur, on ne s'en aperçoit pas. Premièrement, nous allons commencer le débat avec cette idée de justement en quoi les métiers du service sont sympathiques. Et autour de réponses courtes, je propose de commencer par Denis. Moi, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais tout petit, puisque je suis fils d'hôtelier-restaurateur. Et donc, je pense que j'ai été baigné dans ma jeunesse, dans mon adolescence, avec toutes ces images, ces odeurs, ces bruits dans le restaurant de mes parents. Et sincèrement, je pense que ce qui m'a plu le plus, c'est la nourriture et surtout le partage, la convivialité, recevoir, accueillir, partager, communier. Et puis et de voir que mon rôle face à des clients avait une importance et que les gens réagissaient à mes actions. Donc voilà, apporter du plaisir à autrui, je pense que c'est ce qui m'habite le plus actuellement, oui. Merci. Alors, pour les métiers du service, le mot qui me vient est le mot diversité. Diversité des rencontres, diversité des opportunités professionnelles que ce métier peut offrir, et puis diversité des journées, puisque aucune journée ne se ressemble et ce métier n'est absolument pas routinier. Stéphane ? Une chance de vivre des choses rares. Je le dis souvent, on vit des vies par procuration. On fait des rencontres que sûrement on n'aurait pas fait si on n'avait pas une carrière dans la restauration ou l'hôtellerie. Et la notion de partage, si on partage nos passions autour des produits, autour du service, de l'accueil et de la bienveillance, on a des carrières qui sont juste merveilleuses. Merci. Fabrice ? Oui, je pense que l'accessibilité est sans doute un des points importants encore aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est important, c'est qu'on peut ouvrir nos métiers à tout type de profil, tout type de diplôme, pas de diplôme. Il y a une épreuve d'entrée, c'est vrai, mais il y a cette accessibilité, l'évolution possible et vraiment pouvoir grandir dans un environnement humain. C'est ça la clé, je pense, de nos métiers. Très clairement. On va commencer la réflexion sur l'un des premiers enjeux, c'est la formation des métiers de service, aussi bien dans l'hébergement que la restauration. Caroline, quel est le monde avance si rapidement que parfois on s'interroge justement si ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école va être opérationnel dans 2 ou 3 ans en entreprise. Comment ça se passe quand on est justement dans une école de formation pour aborder cette question? Alors en règle générale, nous avons donc des programmes de formation qui sont donc des programmes de formation qui peuvent être définis et statués par un diplôme. Donc nos réformes de BTS, de CAP ont été notamment réformées il y a quelques années. Donc je dirais que les formations sont assez actuelles et se remettent en question assez régulièrement. Je considère que les formations en France sont de bonne qualité
Et généralement, les jeunes qui rentrent dans ces écoles-là vont apprendre des compétences qui sont liées au savoir-être, au savoir-faire. En ce qui concerne les compétences du savoir-être, je pense qu'elles sont elles sont de très très bonne qualité puisque de nombreux milieux autres que l'hôtellerie-restauration les recherchent. Je rencontre souvent certains de mes jeunes qui par la suite sont approchés par le secteur de l'immobilier, par le secteur des banques, qui recherchent en nos jeunes formés des compétences transversales liées au savoir-être. En ce qui concerne le savoir-faire, eh bien, je dirais que l'école est le lieu où l'on va former les jeunes sur les basiques, des basiques qui sont codifiés et qui tendent peut-être ces dernières années aussi à se décodifier. Et en termes de savoir-être, en ce qui concerne justement ces codes, tout est un petit peu bouleversé aussi, puisqu'on s'aperçoit qu'en termes de grooming, il y a beaucoup de choses qui sont vouées à changer. Donc moi, je dirais formation de qualité avec de nombreuses compétences transversales qui permettent d'évoluer à long terme dans ces métiers. Vous avez parlé du grooming, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le grooming, c'est... Alors, le grooming, c'est tous les codes d'apparence physique. Donc, ça passe par la coiffure, par le maquillage, par le port de la cravate ou non, le costume, quel type de chaussures, quel type de chaussettes. Et puis, bien entendu, c'est toute l'attitude, la posture et puis le comportement verbal que l'on doit avoir avec nos clients. Et puis également au sein d'une équipe, puisqu'on évolue en équipe pour le service du client. Quand on arrive jeune étudiant à 16, 17, 18, 20 ans et qu'on ressort d'une école, d'une formation hôtelière, on est transformé? Alors, il est vrai que les 3 premiers mois de formation, nous avons un rôle à jouer en termes d'éducation par rapport à ce grooming. Et c'est vrai que c'est le premier apprentissage que l'on va leur apporter. Et c'est vrai que si je renvoie la balle aux professionnels, je pense que c'est le premier élément sur lequel on va évaluer un jeune sorti de l'école ou lorsqu'il recherche un apprentissage. C'est-à-dire qu'au moment de l'entretien de recrutement, c'est le premier élément qui peut faire tilt, où là on se dit très bien, il a les codes pour rentrer dans le milieu. Donc c'est vrai qu'en termes de grooming, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais le secteur évolue et l'école cherche à évoluer, mais on cherche quand même à garder des basiques qui nous paraissent importants parce qu'après, souvent ce qu'on dit, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc, très bien, plus tard, on ne te demande pas la cravate, mais au moins, tu sais faire un nœud de cravate. Et quand tu sors de l'école, tu as appris à faire un nœud de cravate. Donc, si tu as besoin de savoir faire un nœud de cravate pour rentrer dans l'entreprise dans laquelle tu le souhaites, eh bien, tu sais faire. Donc on garde la tradition et on la revisite. Denis, la formation, c'est aussi donc la transmission du savoir-faire. On apprend à l'école, on arrive en entreprise. Comment ça se passe? Alors, j'ai bien aimé ce que disait Caroline, parce que dans les écoles hôtelières, on apprend les bases, et c'est important, c'est essentiel, parce que souvent, les professionnels, on se dit, oui, on n'a pas forcément appris les bonnes choses à l'école hôtelière. Non, on apprend les bases, et c'est essentiel. Après, quand les jeunes arrivent dans nos entreprises, chaque entreprise est différente, chaque restaurateur a sa façon de voir les choses et de les interpréter, et c'est à nous, justement, de nous appuyer sur ces bases-là pour les dépasser. Donc moi, j'aime bien dire, par exemple, je ne sers ni à droite ni à gauche, mais je sers uniquement du bon côté, parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est l'attitude du client, c'est-à-dire que c'est le client qui m'indique comment le servir. Donc bien sûr, en école hôtelière, on apprend à servir à droite, mais à l'instant T, c'est le client, de par son attitude, sa posture, etc., qui nous indique comment le servir. Donc moi, j'aime bien insuffler ce libre arbitre, cette prise de décision à l'instant T, et de pouvoir aussi après la justifier. Donc voilà. On voit que c'est essentiel, ce partage de formation entre l'école et le terrain. Comment on peut créer des programmes de coaching, justement, parce qu'on voit bien qu'il est vraiment nécessaire d'être sur le terrain pour voir la vraie vie. Comment on peut mettre en place ces accompagnements? Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là? Justement, nous avons créé une association qui s'appelle Au service des talents de demain, qui a été créée en 2012 avec des enseignants et des professionnels. Le but, c'était de rapprocher les deux pôles. Souvent, ne se connaissant pas, on était plutôt en train de pas de se critiquer, mais un petit peu quand même. Donc voilà, nous sommes allés à la rencontre des enseignants. Les enseignants sont venus à la rencontre des professionnels dans les établissements. Et tout ça dans l'intérêt du jeune, dans l'intérêt de la profession. Et je trouve que depuis 2012, on a fait un très très beau chemin et on mutualise. On n'a jamais fait autant de visites dans nos entreprises. On ne sommes jamais allés aussi nombreux et aussi souvent dans les écoles hôtelières faire des colloques, partager notre expertise, notre expérience auprès des jeunes justement. Et peut-être que ça manquait à une certaine époque, mais je trouve qu'on est dans une très belle dynamique avec les écoles hôtelières de Paris, de France, et ça nous arrive aussi d'aller à l'étranger aussi pour porter ce savoir-faire français à l'étranger.
Justement, ce savoir-faire étranger au sein du groupe Accor, Fabrice, comment tu le vois au sein de toutes les relations que tu as avec toutes les écoles partenaires du groupe? Alors, effectivement, il y a une attente qui est forte de la part des écoles, que ce soit au niveau des écoles hôtelières, que ce soit au niveau des écoles de management hôtelier, ou même des écoles de commerce, ou des écoles du digital maintenant, car l'hôtellerie attire, l'hôtellerie a besoin de talents qui sont divers et variés, et les établissements se diversifient. On voit un rassemblement, je dirais, un retour des différents cursus, car au niveau licence, master, on voit des éléments d'enseignement hôtelier qui sont dispensés et des spécialités, des préparations et donc des jeunes qui s'intéressent aussi après un début de carrière, un début d'éducation dans un cursus plus généraliste aussi à nos métiers. Donc les personnes viennent et on s'aperçoit aussi que effectivement la clé et qui a été développée depuis un certain nombre d'années, c'est ce lien avec la profession. Et là, tous les établissements, qu'ils soient publics, privés, qu'ils soient en France, à l'international, s'appuient maintenant sur un échange avec le monde professionnel, que cela soit au niveau des stages, que ce soit au niveau des conférences, que ce soit au niveau des études de cas, au niveau de travaux qui sont menés en collaboration. Et ça, c'est quasiment au quotidien. Et ça, c'est bénéfique aussi pour nous, car dans chaque, et ça je le dis souvent à l'interne, c'est que chaque projet que nous développons en tant que professionnels, nous avons besoin d'avoir la contribution des jeunes qui vont se destiner à nos métiers et qui de toute façon sont nos clients de demain. Donc s'adresser à eux, c'est un bénéfice pour nous et pour eux, c'est effectivement, ça leur donne aussi une confrontation à la réalité du quotidien et de l'avenir de ce que sera l'hôtellerie lorsqu'ils vont la rejoindre. Donc c'est vraiment un travail de collaboration, de travail commun au quotidien. Et après, vous parliez de transmission du savoir, on le sait, on apprend pendant toute sa carrière. Le groupe Accor avait créé l'Académie Accor en même temps que le nom de Accor a été créé. Et avant même qu'Accor soit créé, les présidents fondateurs allaient ouvrir un hôtel en 6-8 semaines avec une estafette, avec un paperboard et créer des centres de formation un petit peu partout. Et c'est comme ça que ça se passait lorsqu'il n'y avait pas l'appui des écoles hôtelières comme il y a maintenant. Parce que, et on rebondit sur ce que disait Caroline tout à l'heure et ce que vous dites, Denis, c'est que réellement, l'enseignement, l'éducation a évolué. L'éducation a évolué, a aussi ouvert ses portes et aussi sur le côté justement savoir-être. On était en deçà, on était beaucoup sur les compétences et par contre beaucoup moins sur tout ce qui est facilité d'expression, comment s'exprimer en public, comment travailler en groupe aussi, ce qui est dans nos métiers du quotidien. Tous les jeunes aujourd'hui devront pitcher, même pour eux-mêmes, déjà présenter leur projet, se présenter et puis après réussir à convaincre le futur employeur, les collaborateurs, les collègues sur ce qui les anime, car ce que dit Denis est tout à fait juste. C'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on attend des personnes qui ont un profil qui s'exprime. Et on a le sens critique qui était quand même quelque chose dans l'hôtellerie qui n'était pas très présent. Aujourd'hui, non seulement on l'accepte, mais on en a besoin. On a besoin pour évoluer. Et en même temps, est-ce que justement les étudiants et les jeunes générations ne sont pas demandeurs de plus de formation pour évoluer dans ces métiers? Si. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant, c'est que même après 3 ans ou 5 ans d'études, on s'aperçoit que les jeunes sont très friands de programmes qu'on peut leur proposer, qui s'appellent les Management Training Programmes, et qui vont leur apporter un complément. Ça sera le premier pas dans le métier, le premier pas dans la profession, qu'ils ont néanmoins acquis quelque part, parce qu'ils ont eu des stages, mais ça n'empêche qu'ils sentent bien, et là-dessus ils sont humbles et ont envie de continuer à apprendre. Ils ont encore besoin du point, je dirais, du point concret de mettre le pied à l'étrier, se lancer et être complètement intégré dans l'entreprise. Et puis après, il y a la formation tout au long parce que nos compétences évoluent, la technologie évolue, l'accueil évolue, ce qu'on va apporter comme nouvelles prestations, les nouvelles marques d'hôtels.
on n'est pas les seuls, hein. En quelques années, on est passé de 14 marques à 40 marques. Ça veut bien dire que le client évolue et a des attentes qui changent, et on le sait nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes, on veut changer de restaurant, on est beaucoup plus à chercher des expériences diverses et variées, et dans les endroits très classiques, vous faites vivre aussi cette remise en question de ce qui était la tradition, parce qu'il faut la faire vivre, quoi. Justement, on va venir sur le sujet du management. On a vu la formation. Au fil des années, l'arrivée des nouvelles technologies, l'évolution des métiers, la tradition reste quand même. Et le savoir-faire se transmet. Et justement, Stéphane Trappier, ça fait 30 ans que tu travailles à la Tour d'Argent. C'est un bel exemple de carrière. On peut rester longtemps dans une entreprise ou pas. Il n'y a pas de règles dans ce sens. Comment tu as vu justement l'évolution du métier et je dirais même plus précisément l'évolution du management qui était peut-être à l'époque très traditionnel et différent, et j'allais dire peut-être autoritaire à une époque, par rapport à aujourd'hui. Comment tu vois les évolutions et comment tu vois les prochaines évolutions? Il est évident qu'on n'accompagne pas une équipe. On a tendance à oublier le mot diriger une équipe. On accompagne une équipe. On n'accompagne pas une équipe actuellement comme on le faisait il y a 30-35 ans. C'est une évidence, je pense, pour nous tous dans nos corporations. D'ailleurs, on parle d'équipe aujourd'hui. En tout cas, à la Tour d'Argent, moi, ma fonction, c'est l'accompagnement des équipes. C'est 85 personnes à Tour d'Argent, donc il faut accompagner chacun d'entre eux et individuellement pour les réussir à les faire travailler en équipe. On parlait avant de brigade. Donc il y a ce côté militaire. Je le disais tout à l'heure, très militaire. On parlait d'une brigade de service, d'une brigade de cuisine. Nous, petit à petit, le wording, le phrasé, on l'a modifié dans notre management parce qu'on considérait que cet encadrement militaire, qui avait des raisons d'exister il y a 35 ans, 40 ans, avec une structure pyramidale, très ancrée, très marquée, voilà, c'était peut-être une question d'époque, c'était peut-être une question de personnalité. Aujourd'hui, nos nouveaux talents attendent d'autres choses de leur manager, attendent un accompagnement différent, et c'est nous, on a utilisé d'autres mots pour les accompagner. Le mot équipe a gommé le mot brigade. Ça, c'est un point très important. Oui, tu as totalement raison. On ne dirige pas comme il y a 35 ans. Par exemple, nous, on fait énormément de formations, et je vous rejoins totalement. Par exemple, un exemple concret, quand on découvre un nouveau producteur, il y a quelques semaines de ça, on a découvert un producteur incroyable de beurre et de fromage en Île-de-France. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé 40 personnes par petits groupes découvrir ce producteur. La formation en interne, la passion du produit, la passion des artisans qui nous accompagnent dans nos métiers au jour le jour, je crois que pour cette génération, ces équipes, c'est devenu un incontournable. Oui, est-ce que tu mets bien en avant le fait qu'aujourd'hui, on implique tout le monde? Parce que je ne pense pas qu'il y a 30 ans ou même 20 ans, on aurait envoyé tout le monde aller voir les producteurs. Mais c'est totalement ça. Et qu'on essaye. Et je pense aussi, moi je l'ai vu en entreprise, où les jeunes et les moins jeunes maintenant veulent participer au développement de l'entreprise, à son business plan, et puis comprendre et agir. Est-ce que c'est aussi le retour peut-être bientôt de parcours atypiques, d'esprits différents justement pour aller chercher les bonnes idées aussi auprès de ces jeunes générations? La prise de décision au sein d'une brigade il y a quelques années, elle était très hiérarchique et presque autoritaire. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, la prise de décision, nos métiers, c'est de la remise en question permanente. On avance, j'ai l'habitude de dire moi aussi avec mes équipes, ce qui est vrai aujourd'hui sera sûrement faux demain, et ce qui va être vrai demain sera sûrement faux après-demain. Donc la remise en question, c'est extrêmement important de donner cette capacité aux équipes de l'insérer, et c'est notre défi. Le partage de réflexion fait partie de la prise de décision. Aujourd'hui, quand on prend une décision au sein de l'entreprise, au sein de la Tour d'Argent, on communique beaucoup entre nous, on n'est pas du tout pyramidal. Moi, en tout cas, avec mes équipes, j'ai mes managers, mes maîtres d'hôtel, mes chefs de rang, mes commis. On les sollicite au sein de rendez-vous, d'entretiens,
on a un projet qui est celui-là. Est-ce que vous pensez que dans votre secteur d'activité, si j'ose dire, quelle problématique ça peut générer, parce qu'on n'a peut-être pas tout vu. Et oui, on réfléchit beaucoup en équipe et beaucoup moins de façon pyramidale. Merci. Fabrice, on voit dans le côté français ces changements qui sont en train de naître et de se développer, où on donne plus la parole aux gens et on les implique davantage dans le terrain. Moi, je me souviens même, c'était en 2004 et 2005, je travaillais à l'époque au Sofitel Sèvres. On avait mis en place un projet fédérateur pour recueillir l'avis de tous les collaborateurs, de la femme de chambre aux cuisiniers, à la comptabilité, aux commerciaux, et pour justement les impliquer davantage. Mais sur le plan international, il y a déjà ce type de modèle anglo-saxon. Comment ça se passe Alors je pense qu'effectivement, c'est une clé pour justement le service de demain. C'est de se remettre en question et se dire quelles sont les attentes. Alors elles peuvent être diverses suivant les pays, suivant aussi les individus. C'est vrai que dans les jeunes, traditionnellement dans l'hôtellerie, on retrouvait beaucoup de personnes qui étaient hôteliers, restaurateurs de père en fils, et donc forcément qui acceptaient aussi les codes de ce métier peut-être plus facilement. Aujourd'hui, des personnes qui nous rejoignent ne les ont pas forcément, vont en accepter certains, en refuser d'autres. Si on veut être attractif, si on veut aider les personnes à vivre au sein de nos établissements, effectivement, il y a un management qui doit évoluer. Vous parliez de la participation, effectivement, de l'écoute et aussi cette ambiance. Et moi, je suis très étonné lorsque je visite un certain nombre d'écoles qui sont peut-être, qui préparent peut-être des jeunes au luxe. On s'aperçoit qu'il y a une grande appétence toujours pour le luxe. Et ça, on a le savoir-faire à la française, effectivement, qui marque, c'est clair. On travaille aussi là-dessus, sur ce savoir-faire à la française, au travers d'une association à laquelle on appartient, qui s'appelle le CFET, Conférence des formations d'excellence dans le tourisme, et qui a pour objectif de valoriser justement ce qu'on sait bien faire en termes de formation à l'extérieur, parce que la compétition est grande. Maintenant, on est sur un terrain international. Il y a des jeunes internationaux qui vont partout étudier l'hôtellerie et nos jeunes ont besoin aussi d'aller se frotter à la clientèle étrangère et aussi aux hôtels, aux pratiques qui sont développées un petit peu partout. En termes de management, c'est vrai qu'on a le côté innovant. C'est aujourd'hui, après le luxe, on voit que dans les écoles, les jeunes s'intéressent à ce qu'on appelle le lifestyle. Lifestyle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi un style qui est plus décontracté, peut-être, plus dans la décoration, dans l'ambiance, dans les codes que l'on va préconiser, qu'on va demander de respecter aux jeunes. Et ça ne sera pas forcément plus facile pour les jeunes, mais ils se sentent plus attirés. Vous échangez avec des jeunes, moi il y a des mots que je découvre, par exemple, de quoi ont-ils besoin ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent de chiller. Ah bah écoutez, d'accord, oui, je suis allé dans mon petit code quand même pour voir. Ils demandent de chiller et ils demandent qu'on leur prennent pas la tête, entre guillemets, c'est familier pour nous, mais c'est ce qu'ils souhaitent. Et en plus, c'est ce qu'ils vont se dire entre eux. Parce que comment va-t-on être attractif ? C'est parce que, on aura diffusé, on aura mis en pratique des principes que l'on a mis en avant, mais qui seront réellement appliqués au quotidien et qui vont se transmettre d'une personne à une autre. On a tous lu TripAdvisor et on a tous cru ce qui était écrit, beaucoup plus que ce qui était dit dans la publicité du restaurant ou de l'hôtel. Pour les jeunes, c'est la même chose. Ils vont se parler entre eux, ils vont se dire « ah ben là surtout, n'y va pas » ou « ah oui, là j'ai un bon plan et là je peux te dire ça c'est super ». Et parfois ils se passent leur stage aussi. Mais ça, ces points-là, c'est nous dans le management, c'est vrai qui allons pouvoir le diffuser. Et par exemple, c'est vrai, pour certains jeunes, le fait de ne pas avoir de cravate à porter, le fait de pouvoir venir avec son piercing, le fait d'avoir le pantalon avec des trous, ça va les mettre plus à l'aise. Ça va les mettre plus à l'aise et puis ça va leur permettre de développer avec le client un échange, une relation qui sera plus positive parce qu'ils se sentaient un peu guindés, un peu enfermés dans certains codes. Et ça n'empêche que de notre côté employeur, nous serons exigeants. Et parfois, ce n'est pas simple, justement, dans des hôtels comme Mama Shelter, comme Joe & Joe, justement, d'accueillir des jeunes et de leur expliquer que, oui, ils vont être en jean, en basket, oui, ils vont peut-être s'asseoir à table pour prendre la commande, mais ça n'empêche qu'il va falloir être professionnel. Le client, il va devoir payer 20, 40, 50 euros, et il va falloir servir vite, il va falloir servir chaud, il va falloir être sympa, il va falloir réfléchir s'il n'a pas besoin de quelque chose d'autre, lui proposer. Et tout ça, c'est
les codes évoluent, mais par contre, la qualité doit s'adapter, doit être là, et l'expérience client est très importante. Et en termes de management, comme je disais, mais ça commence très tôt. Hein. On ne parlait pas encore de recrutement, mais si jamais, c'est vrai que c'est un petit peu dans des choses qui m'animent et sur lesquelles j'échange avec les étudiants, c'est notamment rien que dans la période du recrutement, le fait de répondre à une candidature. Ça me semble basique, mais vous questionnez les étudiants, c'est incroyable. Le nombre de réponses qu'ils ont, c'est horrible, c'est terrible. Du côté professionnel, ça me fait mal tous les jours parce que pas de réponse. Et quand je réponds négativement à un candidat et qu'il me répond ensuite en me remerciant d'avoir envoyé une réponse négative, ça me fait mal quelque part. Donc je me dis vraiment, ça représente effectivement le fait que nous, professionnels, avons à travailler là-dessus et à exprimer un style de management qu'on veut insuffler. On en parle, on doit le faire et ça commence là. Et après, plus, ça continue dans le quotidien. Les étudiants d'aujourd'hui seront les clients de demain. Oui. On parle beaucoup des étudiants. On va rencontrer maintenant Adam, qui est un membre de l'association au talent au service au talent des demain, pardon. Adam qui a un petit message à nous faire passer justement sur les questions de valorisation de nos métiers. Nous sommes actuellement au cœur d'une révolution dans l'univers du service. Et nous devons être très attentifs à tous les changements qui s'y opèrent afin de pouvoir anticiper l'avenir, le préparer, car le service de demain commence maintenant. Maintenant, cette phase si dure, si rude dans notre métier, car nous payons les erreurs du passé. Un passé où les horaires n'étaient malheureusement pas respectés, les conditions de travail encore moins, il y avait une pression constante, de la violence, de la brutalité. Donc tous ces éléments qui ont renvoyé une image néfaste de notre univers. Alors que nous sommes censés être au cœur du bonheur des autres, et il est inconcevable que les gens qui créent les émotions soient eux-mêmes en déséquilibre ou se retrouvent dans un tourbillon émotionnel. Et c'est ça que nous allons devoir résoudre. Résoudre en menant plusieurs actions qui pourraient commencer par une opération séduction à l'attention des plus jeunes. Cette jeunesse que nous avons la chance de recevoir pendant une période de 4 mois ou plus doit être séduite par notre milieu, et cela en faisant évoluer leurs tâches, leurs responsabilités, mais par-dessus tout en leur accordant notre bien le plus précieux, c'est-à-dire notre temps, de partager la vision et notre émotion, cette passion qui nous anime, il faut la partager, car qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous pousse à continuer à faire le travail? Les assiettes, les couverts, malgré toute la difficulté, c'est la passion pour les autres, et c'est ça que nous devons en premier lieu transmettre à la génération à venir. Dans un deuxième temps, la passion des uns et des autres doit être reconnue bien au-delà que « merci beaucoup, tu as fait un bon service ». Car malheureusement, trop de personnes veulent quitter notre milieu du service pour se tourner vers d'autres secteurs où ils feraient des horaires et toucher le même salaire. Une évolution salariale est obligatoire, de même que les titres. Les titres des gens qui n'évoluent pas alors qu'ils se retrouvent à faire d'autres postes, il faut suivre chacun et leur faire évoluer, leur faire grandir. Merci à Adam. Adam, qui est membre de l'association au service. Oui, je voulais juste réagir parce que je trouve que c'est essentiel de donner la parole aux jeunes, parce que nous, les anciens, enfin voilà, je parle pour moi, on réfléchit au service de demain, mais c'est intéressant de s'intéresser à ce qu'est leur vision à eux du service de demain. Et Adam, avec son talent, nous a fait une belle démonstration, une belle explication de ses attentes. Tout à fait, ça lance le sujet justement sur aussi la reconnaissance et la valorisation du métier, des métiers de service. Caroline, tu es au quotidien avec ces jeunes générations à transmettre leur formation sur leur métier. Est-ce qu'il n'y a pas un premier point aussi sur l'implication des parents? Parce que souvent on voit peut-être un manque de fierté des parents quand leurs jeunes veulent aller travailler dans ces métiers. Et est-ce que ça ne commence pas par là aussi, de remotiver les parents, de valoriser votre métier et les métiers du service en général auprès des parents, pour montrer que justement ce sont des métiers où il y a plein de carrières possibles? Alors, je suis tout à fait d'accord. J'allais rebondir justement sur la vidéo d'Adam parce que c'est vrai qu'il y a certainement des opérations de valorisation à mener auprès des jeunes, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les parents. Tous les ans, nous organisons une journée porte ouverte au CFA Médéric où nous rencontrons généralement les apprentis et leurs parents. Allez, je vais dire que tous les ans, j'ai cette réflexion. Bon, écoutez, madame, nous sommes là. Nous avons tout fait pour le décourager. Moi, j'aurais préféré qu'il soit docteur, pompier, astronaute, mais pas serveur. Mais bon, on n'a pas le choix puisqu'on a réussi à quand même l'amener jusqu'au bac et maintenant, il est en droit de choisir. Mais c'est vrai que dans le regard des parents,
il y a ce manque de valorisation de nos métiers et puis tout ce que peut dire aussi Adam concernant les conditions de travail qui tendent et qui évoluent. Mais je pense que les parents sont à rassurer et généralement la réponse que j'apporte aux parents c'est très bien. Votre fils ou votre fille va commencer par l'apprentissage des bases dans les métiers du service, mais la chance que nous avons dans nos métiers, c'est la diversité d'opportunités professionnelles que s'offrira à votre enfant, que ça soit en France, à l'international, mais également toutes les passerelles qu'il pourra y avoir dans notre milieu de l'hôtellerie-restauration. Je peux commencer par les métiers du service, aller vers les métiers de la réception des étages, mais je peux aussi faire des études en marketing pour devenir community manager, mais je peux également faire une licence en RH pour devenir responsable des ressources humaines. Je peux continuer vers une formation management pour aller vers des métiers de direction. Et puis, je peux aussi changer de secteur parce que je vais avoir aussi des compétences liées au commerce qui fait que je vais peut-être pouvoir devenir négociant en vin. Je vais peut-être pouvoir monter mon entreprise et créer des confitures. Voilà, c'est la chance que l'on a de rentrer. Pour moi, c'est les métiers de l'hôtellerie-restauration. Quand on débute, c'est un peu l'école de la vie. Et je pense qu'en fonction de nos ambitions personnelles et professionnelles, on peut faire une carrière longue et de nombreuses opportunités peuvent s'offrir tout au long de notre vie. Et en ayant le choix de carrière. Cet été, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans une boutique de pierres précieuses et c'est amusant parce que quelques minutes après avoir discuté avec lui, je me suis dit « mais vous n'avez jamais travaillé dans la restauration ?» Et il s'avérait que c'était un ancien de tes équipes et j'ai dit « voyez, ça se sent ». Et c'est clair qu'aujourd'hui, dans tous ces métiers de service, ça développe une empathie vis-à-vis des autres, une connaissance aussi psychologique des gens, de pouvoir servir, de les accueillir, comprendre leur personnalité, qui sont des clés incroyables pour de multiples entreprises. Denis, tu travailles énormément dans la valorisation du métier au travers de l'association au service des talents de demain. Tu as écrit également un très bon livre sur ce métier pour le promouvoir. Comment tu vois, donc c'est pour vous servir par Denis Coursiade, comment tu vois ce sujet-là au niveau de l'implication du management aussi et dans la réussite du projet dans l'entreprise pour valoriser ces métiers-là, pour aider à recruter des gens de talent autour de toi? Je pense que les professionnels déjà doivent être les premiers à parler en bien de ce qu'ils font. Souvent, on parle que des choses un peu négatives, des choses qui sont les horaires décalés, etc., etc. Donc moi, j'aime bien au contraire parler des choses positives, le travail en communauté, le devoir de réussir, la complicité, cette espèce de seconde famille, etc., etc. Donc moi, j'aime bien parler plutôt des choses positives de ce métier, de tout ce que ça m'a apporté, et même ne plus parler de métier, mais parler de vocation. C'est qu'à un moment donné, je fais souvent le parallèle avec l'infirmière qui est habitée par ce qu'elle fait, et peu importe ce qu'elle va découvrir derrière la porte de l'hôpital, dans la chambre d'hôpital, elle va faire ce qu'elle a à faire parce qu'elle est habitée par ça, elle ne va pas se poser de questions. Et moi, j'aime bien transformer cette notion de métier en vocation. Moi, je suis habité par ce que je fais, et toutes les situations, quelque part, j'essaye de les transformer en belles situations. Et je pense que l'exemplarité est essentielle. Donc, à partir du moment où vous avez un manager qui est habité par ce qu'il fait et qui aime ce qu'il fait et qui voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ça va justement développer chez les jeunes cette envie de suivre l'exemple, de suivre le mentor, pour peu que ce mentor il a envie de partager ce qu'il est. Et donc ce livre est un exemple parce que je touche beaucoup plus les parents. C'est une cible qui n'était pas prévue dans mon esprit, mais se retrouve dans ce parcours de vie, professionnel et dans cette réussite d'un petit serveur et devenir un bon maître d'hôtel. Et voilà, c'est un métier qui est très honorable. Très honorable, et souvent on a vu la réticence avec les parents, mais on voit aussi dans les médias, on parle souvent du chef de cuisine, pourtant l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'on peut avoir un très bon plat mal servi, il sera mauvais. Donc comment on peut travailler aussi cette reconnaissance, ce travail d'équipe, parce que à la fois il y a la cuisine et le service qui vont ensemble, non? Il faut que le service ait confiance en lui, il faut que le service soit force de proposition. Le service peut devenir une signature de service. On va dans un restaurant qui est reconnu pour ses étoiles, pour sa cuisine, pour son chef, mais aussi on va aussi dans le restaurant parce qu'il y a une signature de service, il y a une philosophie, il y a une ambiance, une harmonie, on retrouve des visages connus qui sont là et qui se rappellent de l'historique de vos venues, etc., et qui vont vous accueillir d'une façon très chaleureuse, très conviviale et très naturelle. Et tout ça, c'est quelque
quelque chose qui s'imprègne en vous et qui devient naturel. Et voilà, c'est pour ça que quand vous faites l'allusion aux jeunes qui vendaient des pierres précieuses, peu importe, on est dans l'accueil, on est dans l'accompagnement, on aime bien l'artisanat, on aime bien les produits, on aime bien toucher, on aime bien les ressentis, on aime bien le partage, on aime bien avoir un impact sur la personne qui vient vers nous, échanger, partager, communier, apprendre d'elle aussi. Et voilà, je trouve que ces métiers sont très enrichissants professionnellement, mais aussi intellectuellement, humainement, l'empathie. On parle beaucoup d'empathie dans ce métier, mais moi je suis très sensible, je suis très empathique, et je me nourris de mes clients, mais mes clients se nourrissent de moi aussi. Donc ils m'élèvent. J'ai appris beaucoup de choses avec des clients qui avaient un intellect très développé, et j'ai eu la chance d'avoir Thomas Pesquet pendant 3 heures face à moi, dans une relation presque conviviale, presque amicale, et franchement ça me nourrit encore comme un petit gamin d'avoir ce genre de personnalité, personnage en face de moi, et rien que ça, je suis très heureux de faire ce métier. Voilà, c'est Fabrice, on voit la passion, on voit la vocation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une quête de sens et de bien-être dans son travail quand on est dans ces métiers de service? Si, je pense que lorsqu'on rejoint, on a une idée des métiers, on s'imagine, et ce que dit Denis m'inspire aussi, parce que c'est vrai, lorsqu'on rencontre des jeunes, il y en a qui ont quitté médecine et qui nous rejoignent. Et c'est vrai que ce soin, ce care, comme on dit, et cette générosité qu'on va partager de sa passion, on va donner de son temps, de son attention, de ses compétences à des personnes, c'est quelque chose qu'on partage et qui sont des points qui sont forts. Après, et nous, quand on va accueillir, c'est vrai, des jeunes, il faut qu'on réussisse à, quelque part, le mot était dit par Adam, à séduire. Et aujourd'hui, de plus en plus. Ça, c'est un mot qui est important, et je l'entends de la part de nos directeurs d'hôtel, c'est que c'est difficile d'attirer des jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément intégré tout le bénéfice qui peut exister dans nos métiers, et ils en voient peut-être le côté un peu contraignant. Quand on commence, parce que c'est vrai qu'on ne commence pas par les plus grosses responsabilités, quand on commence parce que quand on a 18 ans et que le samedi soir, on ne peut pas sortir avec les copains, on se prend le message, et puis peut-être qu'on se dit qu'il va se passer des choses super et qu'on n'y sera pas, on n'en sera pas. Donc il faut mettre en parallèle l'accueil à 22 heures de clients qui sont peut-être fatigués et à qui on va essayer de donner un peu de bonheur, versus aussi être en train de faire des rencontres. Donc c'est quelque chose, ça c'est notre rôle. Et ensuite, c'est effectivement donner du sens à toutes les professions qui sont réunies dans ces métiers. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Vous parliez des carrières, c'est incroyable. On dit souvent qu'on a 100 métiers, mais c'est clair. Et aujourd'hui, les parcours, il n'y en a pas 2. Et souvent, je dis aux étudiants, allez essayer de rencontrer des chefs de service, même des chefs de service qui ont 5 ans, 8 ans de plus que vous, pas plus. Et vous allez voir, les carrières aujourd'hui existent. Et vous allez voir, il n'y aura pas 2 parcours qui seront les mêmes, et ça sera adapté par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a mis, par rapport aux gens qu'on a rencontrés. Mais soyez exigeants aussi par rapport à vos responsables. Parce qu'effectivement, quand vous démarrez, vous avez 1 an ou 2 ans, et si ça ne va pas, si on ne vous écoute pas, si on ne vous laisse pas vous exprimer, parce que ça vous le dites et c'est très juste, c'est qu'aujourd'hui, il y a la quête de sens, se dire à quoi ce que je fais sert, qu'est-ce qu'à la fin de la journée je vais me dire que j'ai apporté aux autres, puisque c'était ça qui me guidait au début. Et quelle est l'écoute que j'ai eue de la part de mon responsable. Est-ce que, et ça c'est notre rôle à nous, c'est de se dire, est-ce que je lui ai apporté quelque chose? Est-ce que j'ai écouté le moment où il voulait s'exprimer et où il avait une question et où je lui ai donné un peu plus de responsabilité? Parce qu'on a grandi, c'est grâce à ça. C'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un nous a donné la possibilité de nous exprimer nos qualités. On avait des qualités, des défauts. On a différents profils, on disait dans les jeunes. Les jeunes, il y en a qui ont choisi tout de suite, il y en a qui ont des parents commerçants, il y en a qui viennent aussi par dépit. Mais ceux-là, il y en a qui ont beaucoup réussi, qui sont venus, ils ne savaient pas. Et puis, ils n'avaient pas tout réussi avant. Et puis, l'hôtellerie leur a donné cette opportunité. Avec telle richesse, c'est essentiel donc, de les accompagner, de leur donner l'occasion de vérifier avec eux. Oui. Là, je m'adresse presque à tous les managers. Oui. De s'intéresser à cette nouvelle génération, à ces nouveaux collaborateurs, à les accompagner, les former et leur apprendre beaucoup de choses. Juste un petit point, excusez-moi Laurent, mais je pense à des exemples concrets, des étudiants qui m'ont dit, mais pendant mon stage, ok, j'étais sur un poste qui était peut-être répétitif, j'avais fait 3 ans après le bac, ok, mais par contre, j'ai assisté à une réunion de chef de service. J'ai pu voir qu'est-ce qui se passait dans l'hôtel, j'ai su ce qui était dans le compte d'exploitation. Et deuxièmement, le directeur est venu boire un café avec moi. Il a échangé avec moi, m'a parlé de son parcours et m'a questionné.
Et pour eux, ça avait changé les choses. C'est simple, C'est vrai. c'est simple et essentiel. On a vu avec Adam également aussi, c'est des métiers difficiles, effectivement, les week-ends, travailler le soir, tard, les coupures parfois. Les questions de salaire, Stéphane, est-ce que ça aussi, c'est des sujets qu'il faut aussi parler justement, d'encourager, parce qu'il y a une nécessité de reconnaissance aussi de leur travail. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Il est évident que nos métiers sont dans une phase de restructuration, une phase dite charnière, c'est évident. Chaque entreprise, vous en parlez très bien, chaque entreprise doit se poser la question au sein de son organisation, comment valoriser ses collaborateurs, comment les faire grandir. La notion du salaire est extrêmement importante. Moi, je le dis toujours, dans les équipes, il n'y a rien de plus qui me fait plaisir quand on réussit à faire évoluer un jeune homme qui est arrivé à 18 ans chez vous et qui est resté 2, 3, 4 ans. On ne leur demande pas de rester 30 ans comme moi, mais déjà 2, 3, 4 ans, et que pendant ces 2, 3, 4 ans, ils ont pu évoluer dans l'équipe en termes de responsabilité, en termes de projet. La notion de projet est extrêmement importante. Nous, on essaye au maximum, je le disais tout à l'heure, de faire participer le collectif à la notion de projet. Et ça, c'est primordial, et de responsabilité. C'est-à-dire que même si vous êtes commis, même si vous êtes jeune chef de rang, on doit être en charge d'un projet. Et l'entreprise doit vous accompagner là-dessus. Oui, le défi, on en parle souvent entre professionnels, la notion de coupure, bien évidemment, mais moi, avec mes équipes, on se pose souvent la question. On recrute non plus des CV, on recrute des personnalités. Et quand vous avez envie d'avoir dans vos équipes une personnalité, vous savez qu'elle va apporter quelque chose d'important, peut-être de différent, en tout cas qui va enrichir l'équipe. Et bien, si cette personnalité-là se dit « je suis prêt à vous rejoindre, mais écoutez, moi je fais du sport et le mardi soir, je fais du tennis ». Eh bien, on trouve une solution. Alors, vous allez me dire, c'est un planning à la carte, mais il ne faut pas se mentir. On va aller vers des plannings à la carte. On va essayer de mutualiser la vie personnelle et la vie professionnelle. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui est attendu, et c'est au devoir de l'entreprise, au devoir du manager de ressentir et de mettre en place cet équilibre-là. La question de recrutement, elle est enfin, clairement posée et hyper importante. On a vu qu'il faut motiver les gens dans l'entreprise, leur faire comprendre le fonctionnement de l'entreprise et leur donner de l'importance au sein de l'entreprise. Il y a cet aspect salaire qui est aussi important par rapport au nombre d'heures passées, aux heures supplémentaires réalisées pour les payer. D'ailleurs, je me souviens d'une interview du PDG du groupe Accor qui a dit récemment effectivement que la question de la valorisation des salaires était importante, puisqu'on voit bien que aussi après ce qui s'est passé il y a un an au niveau de ces confinements où tous ces métiers se sont retrouvés chez eux. On ne peut pas télétravailler quand on est serveur ou quand on est femme de chambre, on ne peut pas télétravailler, on est à la maison. Ça a été aussi des périodes de réflexion, de dire mais finalement ma vie, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je veux envie de faire, est-ce que je veux faire ça pour ça? Et on voit aussi aujourd'hui des difficultés pour recruter. Beaucoup de gens ne veulent plus travailler dans ces métiers-là. Ça pose des questions dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce qu'on va se retrouver comme à Dubaï où on doit aller chercher des gens dans d'autres pays pour les faire venir travailler? J'espère que non. Donc justement, comment faire face à cet enjeu d'attractivité au niveau du recrutement? Moi, je pense qu'il faut être proactif. C'est vrai qu'on victimise un petit peu. Parfois, on se dit « Ah zut, les gens sont partis vers d'autres métiers, etc. » Ce qui n'est pas faux. Mais ça veut dire aussi qu'on a eu un parcours chez nous qui va servir aussi pour la suite. Et puis, à nous de réfléchir sur comment attirer des nouveaux profils. Vous parliez des étrangers. Oui, moi je dis il faut qu'on organise justement aussi l'arrivée, moi je dis des jeunes Européens et d'ailleurs, mais qu'on soit bien prêt à les accueillir, à les former et à les intégrer à nos équipes parce que vous parliez Caroline tout à l'heure de la diversité. La diversité, c'est ça nos métiers et on les encourage, c'est aussi quelque chose que les jeunes viennent chercher chez nous, c'est cette ouverture au monde et on le voit dans différents pays, mais quelquefois travailler dans l'hôtellerie, c'est justement s'ouvrir au monde, pouvoir sortir de son petit cocon, de son petit cadre avec les clients et avec les équipes. Et je pense que ça sera aussi un des points. Un des points aussi sur lesquels je pense travailler, qu'il faut que nous travaillions, nous professionnels, c'est aussi éviter la déqualification. Et effectivement que par dépit, nous recrutions des personnes qui étaient vraiment sans peut-être idée de venir nous rejoindre, mais ça peut venir aussi, c'est une vocation, mais
par contre aussi leur donner de la formation. Et je pense que rentrer dans un restaurant, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, malheureusement, je vois depuis la fin du confinement, justement, on a vu des restaurants fermés, des restaurants qui ne peuvent pas ouvrir parce qu'il manque de personnel, des manques évidents en milieu de service de personnes, et puis des personnes qui sont complètement incompétentes et qui ont été accueillies, et merci qu'elles soient venues, on avait besoin de ces personnes. Mais nous devons créer une formation qui soit peut-être un mini-certificat, qui soit les codes minimums pour pouvoir accueillir des clients dans les restaurants. Parce que... on risque de décourager les gens en plus. Et les clients de se dire, finalement, c'était mieux chez moi, quoi. Ça coûte moins cher, et puis j'attendrai pas. Et puis, quand même, on va dans le restaurant, on rencontre des gens... Il y a des gros problèmes, quoi. C'est plus une question de servir à droite, servir à gauche, mais c'est je ne sais pas ce que j'apporte, etc., etc. Donc il y a un travail sur cette formation, cette ouverture, le recrutement des jeunes venant de différents horizons peuvent aussi s'adapter aux différents types de restauration. Alors les jeunes, mais pourquoi pas des moins jeunes aussi? Est-ce que, Denis, on n'aurait pas des nouveaux profils atypiques, des gens qui auraient une carrière moi, j'en ai connu qui avaient une carrière dans la comptabilité et qui voulaient se plonger dans l'hôtellerie à 40 ans. Est-ce que c'est possible? 40 ans et plus. On a vu dans les médias, dans le journal de l'hôtellerie, qu'un restaurateur avait fait appel à des retraités. Donc voilà, c'est aussi un axe. Mais enfin, ce n'est pas l'axe recherché. Moi, ce que je voudrais, c'est rebondir à Stéphane et à Fabrice, dans le sens, moi, j'aime bien qualifier mon collaborateur de client, de le traiter un peu comme un client et de lui faire du sur-mesure en fin de compte, parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous envie d'avoir les mêmes choses en face de soi, et donc de traiter chaque collaborateur comme un individu à part entière, c'est de lui apporter, moi en tant que mentor, ce qui lui manque ou ce qu'il ne sait pas encore qu'il a en lui, c'est de développer son âme quelque part, sa confiance en lui, etc., et de la faire grandir. Donc j'aime bien moi cette notion de mentorat sur chaque individu, comme ça durablement, on a la personne qui va rester avec soi, et puis à un moment donné, on la fera partir puisqu'elle n'aura plus rien à apprendre avec vous. Mais je pense que la considération apportée à chaque collaborateur, plutôt que de parler d'une notion de brigade, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes une brigade, vous vous déplacez comme ça. Non, nous sommes tous des individus avec des attentes différentes. Et c'est ça qui m'importe le plus, c'est de m'intéresser à chaque personne au sein de mon équipe. Ça, c'est un changement extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est plus une brigade, ce sont des collaborateurs qui vont évoluer, qu'on fait grandir et qu'on fait évoluer. Ça, je pense que ça peut que motiver nos auditeurs, pour ceux qui cherchent à travailler dans ce secteur-là. C'est de se mettre au service de chaque individu plutôt que de les rendre serviables, au service d'un manager. Oui. Et puis on parlait de diversité, nos métiers s'ouvrent aussi à tout type de profil. Au CFA Médéric, nous avons depuis quelques années une classe passerelle qui regroupe des jeunes en situation de handicap. Donc nous en avons en pâtisserie, nous en avons en cuisine, mais nous en avons surtout en service. Et donc on s'aperçoit que ces jeunes ont un formateurs dédiés, que je qualifierais presque de mentors, et les entreprises qui les accueillent mettent en place un environnement qui est complètement adapté, avec un suivi individualisé. Et puis le constat que nous faisons, c'est que les jeunes qui ont fait cette année ou ces 2 ans de formation avec nous sont actuellement intégrés dans plusieurs structures. Cela peut être des brasseries parisiennes comme des grands hôtels palaces parisiens. Un exemple aussi sur les Champs-Élysées, le Café Joyeux qui accueille des personnes handicapées. Et c'est une très belle expérience de service. Exactement. Et il faut vraiment laisser la place à tout le monde et accueillir toutes les personnalités. Cette notion de diversité, elle est primordiale pour le futur de nos métiers. Moi, j'ai connu au début de ma carrière, et je pense que c'est pareil pour vous, des brigades, et non pas des équipes, des brigades uniquement masculines et françaises. Aujourd'hui, on constate tous, et heureusement, et Dieu merci, qu'est-ce que ça apporte comme sens, comme ambiance. On a de plus en plus des équipes, que ce soit en salle, en cuisine, à l'accueil, des dames avec des compétences incroyables. Moi, mon équipe, c'est 14 nationalités différentes au sein de la Tour d'Argent. Et c'est enrichissant, mais chaque jour, c'est enrichissant, cet échange entre nos, comme tu disais tout à l'heure, Denis, entre nos personnalités qui sont propres. Voilà. On a échangé pendant le Covid, nous, la crise qui était dramatique pour nos restaurants. Et on a lancé un défi, c'est que chaque individu devait envoyer une recette ou un produit de son pays d'origine, de sa région d'origine,
à toute l'équipe. Son plat, le plat de sa grand-mère, le produit dont il était le plus fier, et puis l'expliquer. Me dire que, voilà. Et moi, chez moi, dans mon équipe, j'ai un Comorien qui, bon, alors depuis, on déguste beaucoup de la cuisine comorienne entre les équipes. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et on va vers cette diversité parce que même nos clients, moi, je sens que nos convives attendent cette personnalisation, cette sincérité. Quand vous avez, moi j'ai un de mes chefs de rang qui est italien, quand il raconte, il est originaire du Piémont, quand il raconte avec son accent chantant sa passion des fromages italiens et qui tente, et pourtant on est uniquement que des fromages d'Île-de-France à la Tour d'Argent, et ben lui il explique, vous savez c'est fantastique, mais moi je viens d'Italie, j'ai aussi un tout petit fromage qui est merveilleux, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On voit en vous écoutant beaucoup de passion, beaucoup de motivation. Le temps s'écoule. Je voudrais déjà vous remercier tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci à nos intervenants inspirants et remarquables. Merci à Equipotel de nous avoir donné ce temps d'échange. Nous pourrions bien sûr poursuivre ce débat. On a voulu d'ailleurs se poser dans les années suivantes, pas rentrer trop dans l'actualité du moment par rapport à ce sujet du Covid, et vous donner des clés justement pour demain, pour manager différemment, pour être motivé à rejoindre les métiers du service en général. Parce qu'on a besoin des métiers de service, on a besoin de vivre des émotions. Rien ne remplacera le sourire d'une femme ou d'un homme, et nous valorisons ensemble ces métiers dont nous avons tant besoin pour préparer cet avenir qu'on veut positif et chaleureux. Merci à vous.